Ici Isabelle Marjorie Tremblay. Dans le balado Enquête de dopamine, on va discuter de défis, mais aussi de stratégies pour gérer les symptômes et pour apprendre à mieux vivre avec la maladie de Parkinson au quotidien. Bonjour, mon nom est Isabelle Marjorie Tremblay et bienvenue dans le balado de Parkinson Québec Enquête de dopamine, dans cet épisode exclusivement consacré aux dyskinésies, ces mouvements involontaires et anormaux engendrés par la médication. Alors, pour discuter de ce sujet, j'aimerais vous présenter nos invités d'abord et avant tout. Madame France-André Lafrenière, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes âgée de 49 ans, vous avez reçu un diagnostic de Parkinson en 2021. Vous avez commencé à sentir de la dyskinésie dans le haut du corps, du côté droit, dès le début de la prise de médicaments, c'est-à-dire en 2021. Vous travaillez toujours dans le service à la clientèle, donc c'est pas toujours évident à gérer par moment, mais il faut le dire, ça va mieux maintenant. On va comprendre pourquoi un peu plus tard. Merci d'être ici et bienvenue. Merci. Et pour vous parler de tout cela avec nous, donc, professeur Christian Duval. Christian Duval, bonjour. Bonjour. Donc, vous détenez un doctorat en neurosciences du département de neurologie et neurochirurgie de l'Institut neurologique de Montréal, de McGill. Vous êtes professeur titulaire à l'UQAM et directeur du laboratoire d'évaluation des troubles du mouvement au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Avec votre équipe de recherche, vous tentez de mieux comprendre l'influence des mouvements involontaires comme les dyskinésies induites par les médicaments anti-parkinsoniens sur la mobilité des patients. Vous vous intéressez à la mobilité des patients dans leur environnement naturel, comme la maison et la communauté, et vous utilisez même des senseurs inertiels et des GPS pour quantifier et caractériser la mobilité des patients. C'est fascinant. Merci d'être ici et bienvenue. Plaisir. Alors, pour mettre la table avant d'entamer la discussion, voici quelques données sur les dyskinésies. Les dyskinésies se développent généralement environ 5 ans à la suite du début du traitement à la levodopa. Il a été démontré qu'environ 40% des personnes de moins de 50 ans sont susceptibles de développer une dyskinésie. Ce nombre s'élève à 80-90% dans les stades les plus avancés de la maladie. La dyskinésie n'affecte pas toutes les personnes et les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre. D'abord et avant tout, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui. Oui. Absolument. Vous me permettez? OK. Oui. On va avoir une discussion plus conviviale comme ça. Donc, France-André, on va commencer par toi, me faire un petit résumé de l'histoire de ta maladie dans ton cas. Donc, tes premiers symptômes, qu'est-ce que c'était d'abord? Bien, dans le fond, c'était en décembre 2018. Je me souviens, je devais signer un document et je me suis rendu compte que j'étais incapable. J'arrivais pas du tout à faire ma signature. J'étais trop lente. Puis ça m'a étonnée. Ça m'a dit absolument rien sur ce qui se passait, par exemple. Et là, ce qui a précipité mon interrogation, c'est quand je me suis rendu compte que je ne tenais plus une chaussure de type sandale dans mon pied droit. Donc, quand je marchais, la sandale ne tenait plus dans mon pied. OK. Et là, je me suis dit, OK, il y a 2 symptômes qui sont vraiment très étranges. Je vais consulter mon médecin. Et là, ça a pris 3 ans pour avoir un diagnostic parce que je n'avais pas vraiment d'autres symptômes, mais sauf que ça empirait, la lenteur, la rigidité. J'avais de la difficulté à me détendre quand je m'assoyais. C'est des symptômes qui ont empiré. Mais j'avais toujours aucun tremblement. J'étais relativement jeune pour penser au Parkinson comme première idée de problème. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Alors, si je comprends bien, tes premiers symptômes, c'est la rigidité et la lenteur, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Ça a des noms scientifiques, là, mais moi, j'aime mieux dire ça parce que c'est mieux, ça se comprend mieux quand j'en parle. Parfait, merci. Maintenant, peux-tu nous expliquer quand tu as commencé à avoir la dyskinésie? Peux-tu me décrire ce que tu as vécu lors des premiers épisodes là, donc, de dyskinésie? Bien, au début, on dirait que j'ai commencé tranquillement à prendre la levodopa, mais à partir du moment où j'ai eu comme un dosage régulier, j'étais 3 fois par jour, déjà, je commençais au milieu de la dose. Autrement dit, mettons, je prenais aux 4 heures ou aux 5 heures, je pense. Après 1h30, j'ai commencé à avoir des mouvements involontaires. Et de plus en plus, jusqu'à ce que la dose soit son maximum d'effet. Donc là, j'avais, on dirait des mouvements comme un peu de danse. Tu sais, c'est juste
un peu bizarre. Puis des fois, c'est pas des mouvements vraiment plus secs. Fait que c'est ça. Ça a commencé très, très rapidement. OK, d'accord. Et est-ce que pendant longtemps, tu as senti ces symptômes-là? Est-ce qu'il y a un ajustement de médicaments qui s'est fait par la suite? Oui, ben, depuis toujours, en fait, à partir de ce moment-là, on a comme développé des stratégies avec mon médecin, mon neurologue, pour trouver un peu des moyens d'atténuer ça. Donc, on a introduit la mantadine 3 fois par jour, qui a eu un effet d'aider à réduire les dyskinésies, mais sans les éliminer complètement. Ensuite, j'ai fait un changement. Bon, ce que je ne décrirai pas toutes, mais on a vraiment fait des ajustements de médication jusqu'à trouver un sweet spot, comme on dit, où est-ce que là, ça allait quand même vraiment bien. Puis là, comme je disais un petit peu plus tôt, quand on s'est parlé avant le balado, oui. Ça a changé un petit peu quand on a besoin de réajuster la lévodopa. Bien là, on recommence avec des problèmes de dyskinésie. Puis là, bien, il va falloir peut-être réajuster, trouver d'autres stratégies. Fait que là, pour l'instant, comme vous voyez, là, quand je parle ou je suis un petit peu stressée, ça crée des mouvements que normalement, j'aurais pas. Là, c'est calme. Là, mais, oui, c'est très léger pour le moment. Là. Moi, je remarque c'est pas. Là. mais si je voulais pas bouger, je serais pas capable. Ça fait que... D'accord. Ou des fois, quand je conduis, je tiens le volant, puis j'ai une main qui veut bouger, qui tient pas stable sur le volant, comme je voudrais. Alors, j'ai ma main gauche qui tient bien, puis j'ai la main droite qui tient, qui est là, mais qui a des petits mouvements comme... Comment je pourrais décrire ça? Pas pour lâcher le volant, mais qui bouge. OK. D'accord. Et si je peux juste ajouter, ta mère aussi a le Parkinson, n'est-ce pas? Oui, elle a été diagnostiquée après moi, ce qui est quand même étrange. Mais oui. C'est particulier, ça, parce que bien sûr, elle est quand même peut-être une trentaine d'années plus vieille que toi. Oui, ben elle a 20 ans en fait. 20 ans plus que toi. 19 ans avec moi, oui. D'accord. Et elle n'a pas de dyskinésie. Non, pas du tout. Puis c'est une question que je voulais poser au professeur. Oui. Pourquoi? Ben, dans le fond, moi, ou peut-être chez les plus jeunes, ça peut arriver plus tôt, les dyskinésies, alors que moi, je l'avais lu au moment où j'ai été diagnostiquée que ça pouvait arriver plus tard, là, quand on augmente les doses de lévodopa. D'accord. C'est une question que je me posais. OK, excellent. Alors, je me tourne vers notre professionnel de la santé, Christian Duval. Donc, on va commencer d'abord vraiment par l'ABC. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est la dyskinésie? Qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une personne là, qui en vit? Oui. En fait, les dyskinésies, c'est un peu une réaction à la dopamine exogène qu'on donne aux patients. Quand la personne prend sa lévodopa, son traitement, cette lévodopa-là est transformée pour monter dans le cerveau en dopamine. On ne peut pas donner de la dopamine directe, sinon elle ne passerait pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, on donne un précurseur. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui montent jusqu'au cerveau, qui puissent être transformés en dopamine. Donc, il faut en donner quand même beaucoup. OK. Et là, celle qui rentre au cerveau, elle va être prise en charge par les neurones qu'on appelle dopaminergiques. Et ces neurones dopaminergiques-là vont contrôler un peu la quantité de dopamine qui est relâchée. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. Donc, ces neurones-là parlent à d'autres neurones et leur disent, bien, OK, on veut faire un mouvement, on va vous donner la dopamine et ça va faciliter le mouvement. À un moment donné, dans la maladie de Parkinson, bien, ces neurones dopaminergiques-là commencent à mourir tranquillement. D'ailleurs, il faut qu'il y en ait à peu près 70 à 80 qui soient partis avant que les premiers symptômes moteurs apparaissent. D'accord. Donc déjà, on est avancé. Et à un moment donné, bien, ces neurones-là, il n'y en a plus assez pour contrôler la dopamine exogène qu'on donne. Puis à ce moment-là, bien, il y a comme un manque de contrôle. C'est un peu comme si on devait verser un verre d'eau, mais là, tout à coup, on a ouvert le robinet au complet, puis là, on n'a plus le contrôle sur la quantité d'eau qui rentre dans le verre. Bien là, ça s'éclabousse. Et là, les récepteurs de la dopamine, bien là, ils en prennent, et au lieu d'avoir peu de mouvement, là, tout à coup, on a trop de mouvement. Donc, c'est une espèce de paradoxe que quand on a de la dyskinésie, on semble être comme dans l'état inverse de quand on n'a pas pris notre médication le matin.
Maintenant, on sait qu'il y a des subtilités là-dessus. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais il y a des zones en particulier du cerveau qui seraient responsables de la dyskinésie qui, eux, sont hyperactifs, alors qu'il y a certaines zones du cerveau qui demeurent hypoactives. Et les personnes qui ont des dyskinésies peuvent aussi avoir des fois un petit peu de rigidité, un peu de tremblement, de la difficulté à marcher, etc., etc. OK. Donc, les dyskinésies, c'est réellement un résultat, non, pas seulement le fait qu'on prend la médication, mais le fait que nos neurones dopaminergiques qui gèrent la dopamine exogène qu'on leur donne perdent un peu le contrôle parce que la maladie continue à progresser. D'accord. Donc, c'est ça le problème. Et tout à l'heure, vous parliez que vous avez eu vos premiers symptômes en 2018, puis que quand vous avez augmenté vos doses, tout à coup, en 2021, 2022, vous avez commencé à avoir des dyskinésies. C'est ça. Bien, vous vous retrouvez dans le 4 ou 5 ans après le diagnostic. Exactement. C'est pas un diagnostic officiel parce que le neurologue cherchait un peu, mais le Parkinson était là. Donc, on se retrouve encore dans le 4 ans, 5 ans. Okay. Et c'est directement relié à la perte de capacité des neurones dans le cerveau à gérer le médicament qu'on leur donne. OK. Et est-ce que c'est la majorité, justement, des gens qui prennent la lévodopa qui va vivre des dyskinésies? Dans les dernières études qu'on voit, c'est qu'il y a un moment donné, dans ta vie, avec la maladie de Parkinson, tu vas avoir des dyskinésies. OK. C'est à peu près certain. C'est pourquoi? Ben, c'est tout simplement dû au fait que les neurones dopaminergiques continuent à disparaître tranquillement, de façon progressive. Il y a des stratégies qu'on va pouvoir utiliser. Hein? On va pouvoir rééquilibrer les neurones à l'intérieur du cerveau. On va en parler plus tard. Mais c'est la plupart des gens qui ont la maladie de Parkinson qui, à un moment donné, vont développer des dyskinésies. On parle de 90%. OK. Mais si ces gens-là vivaient un autre 10 ans de plus, probablement qu'on monterait aux alentours de 100%. Ah, d'accord. D'où l'importance d'en parler et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Effectivement. Et je t'entends, Christian, parler des dyskinésies. Peux-tu nous expliquer, est-ce qu'il y a plusieurs types de dyskinésie et comment ça se différencie? Oui, en fait, il y a des dyskinésies qui sont celles qu'on connaît bien. Hein? Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot danse. Bien, on appelle ça les dyskinésies choréiques. Et le mot choré, ça veut dire danse. Chorégraphie? Oui, choréique. C'est la maladie d'Huntington. On parle des chorés de Huntington. Bien, le mot choré veut dire danse. Donc, ce sont des mouvements involontaires du corps au complet qui semblent justement être fluides, avoir un mouvement régulier. Et ça, c'est le type principal de dyskinésie qu'on va retrouver dans la maladie de Parkinson. Après ça, il peut en avoir de ce qu'on appelle de fin de dose. Donc, autrement dit, votre dose finit. Puis là, à un moment donné, vers la fin de la dose, si vous ne prenez pas votre deuxième dose puis que vous ne gardez pas ça au pic, là, vous allez avoir des mouvements de contraction musculaire, par exemple, des membres inférieurs, qu'on va appeler des dystonies. Okay. Là, à ce moment-là, ce sont qu'on appelle des dyskinésies dystoniques. Ils sont plus rares, ils arrivent plus rarement, mais elles sont quand même présentes. Et ceux-là sont un peu plus difficiles à gérer parce qu'elles sont souffrantes un petit peu. Souvent, on vient le pied fatigué, on a des contractions musculaires, on peut avoir des crampes, etc., etc. Donc, ça, c'est plus complexe. Mais la plupart qu'on connaît, là, c'est celles qu'on voit la plupart du temps. Ce sont des mouvements involontaires du corps au complet. Du corps au complet. Ouais. Donc, on parle des mouvements de torsion du cou, du tronc, des mains, des bras, des jambes? Des bras, des jambes, un peu moins du cou. Okay. C'est surtout au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs et au niveau du tronc. OK, d'accord. Maintenant, est-ce que vous avez remarqué que les dyskinésies se développent de la même façon chez les Parkinsoniens de moins de 50 ans par rapport aux gens qui sont un petit peu plus âgés? Alors, la littérature mentionne que les gens qui sont diagnostiqués avec la maladie de Parkinson plus jeunes vont avoir une propension à avoir des dyskinésies plus rapidement que les gens qui ont exemple, un diagnostic à l'âge de 75 ans.
ça, c'est ce que la littérature nous dit. Au niveau des types de dyskinésie, je ne connais pas de différence. Ce sont les mêmes problématiques qu'on rencontre, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait maintenant, ce qu'on appelle en anglais le young onset, autrement dit la détection jeune. Le seuil, d'ailleurs, de young onset, on ne le connaît pas encore. On ne peut pas dire « Ah, ben vous avez 45 ans, vous êtes young onset. Vous avez 50 ans, vous êtes young onset. Ah, à 55 ans, là, maintenant, vous tombez dans la branche régulière. » Habituellement, young onset, là, on va parler de gens comme Michael J. Fox, par exemple, qui a été diagnostiqué à l'âge de 32, 33 ans. Oui, très, très jeune. Très jeune, hein? Donc ça, c'est réellement un vrai... en anglais, excusez le terme, là, young onset. Okay. Plus tard, ben là, la ligne devient un peu plus difficile à tracer. Okay. Mais habituellement, ils ont des dyskinésies plus rapidement. Plus rapidement. D'ailleurs, France-André, tu avais une question par rapport à ça, justement. Donc, tu disais que tu avais lu partout que l'effet de l'usage à long terme de la lévodopa développait davantage de dyskinésie. En fait, c'était plus que j'avais l'impression, c'est une impression parce que je suis pas très... J'étais encore nouvelle avec le Parkinson. Ouais. C'était l'impression que c'était en augmentant la dose de lévodopa, donc plus tard dans la maladie, qu'on devenait plus susceptible de développer des dyskinésies. C'était mon impression. Oui, en fait, l'impression n'est pas fausse. Il faut comprendre que le neurone dopaminergique, c'est une partie de l'équation. Le neurone qui reçoit la dopamine, lui aussi, il va s'adapter dans la maladie de Parkinson. Là, il va dire, tout à coup, je reçois moins de dopamine. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais commencer à augmenter le nombre de récepteurs à la dopamine sur le neurone qu'on appelle post-synaptique, donc celui qui reçoit la dopamine. Donc, c'est comme un peu si on voulait faire rentrer davantage de gens dans un spectacle, bien, qu'est-ce qu'on fait? On construit des nouvelles portes parce que là, on pense que peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir plus de gens qui vont rentrer. Donc, en ayant une hypersensibilité post-synaptique, ça, c'est causé par le fait qu'on a moins de dopamine. Là, tout à coup, on rajoute de la dopamine dans le système qui est relâchée plus ou moins de façon erratique. Puis on a plus de portes, bien là, imagine qu'est-ce qui se passe. Fait que la dose, effectivement, a un effet. Plus on va augmenter la dose, plus les récepteurs postsynaptiques vont se dire « Ah, j'ai de la dopamine, je suis super content. » Puis là, on se retrouve avec plus de mouvements qu'on devrait en avoir en principe. Oui. Donc, ça joue sur beaucoup de plans. Ça joue sur le type de médication qu'on donne. Ça joue sur où on en est rendu dans notre perte de cellules dopaminergiques. Puis en même temps, où on en est rendu dans l'adaptation des autres neurones à recevoir la dopamine. Donc, c'est un système qui est quand même relativement complexe. C'est pour ça qu'on n'a pas encore mis le doigt sur la solution finale pour les mouvements involontaires comme les dyskinésies. C'est pour ça que vos recherches sont tellement importantes et essentielles. Absolument. France-André, tu m'as parlé de l'impact que ça a parce que tu continues, toi, à travailler. Peux-tu me dire, les dyskinésies, en quoi ça bouleverse un petit peu ton quotidien? Ben oui, c'est sûr que les dyskinésies vont être augmentées par mon niveau de stress. Et bon, je travaille au comptoir du près de la bibliothèque municipale de Rawdon. Et les gens ne savent pas nécessairement que j'ai un trouble du mouvement, même si ça se voit quand même la plupart du temps. Mais c'est ça. Plus ça fait un petit effet boule de neige, là, plus je me dis « Aïe, il me semble que je bouge bizarre, puis je fais des grands mouvements pour aller chercher le livre, ou je fais des grands mouvements pour aller déposer le livre dans le chariot. » Puis plus mon niveau de stress augmente, alors ça fait comme un effet d'augmenter les dyskinésies. Bon, là, je me suis habituée. Alors, je me parle, puis je me dis, bon, écoute, ça fait partie de la vie. Ça fait longtemps que tes usagers te connaissent. Tu n'as pas à te stresser avec ça, tu sais, je me parle. Mais c'est ça a cet impact-là. Fait que des fois, il y en a des gens qui m'en parlent, puis j'ai aucun problème d'en discuter. C'est juste que moi, je n'aborderai pas le sujet de parler de moi dans le cadre de mon travail. Sauf que si quelqu'un m'aborde et me pose des questions, ben, j'explique un peu... du mieux que je peux, qu'est-ce qui se passe. D'accord. Et donc, il y a des répercussions aussi au niveau, par exemple, de la cuisine et de l'écriture dans ton quotidien à la maison? Oui, c'est ça. Ça fait que, en fait, en ayant
le problème du Parkinson, c'est que tu n'as plus ton écriture régulière. C'est que soit que tu es rigide et lent et tu écris très petit, ou tu as des dyskinésies puis tu écris trop gros ou pas comme il faut. C'est rare que je suis juste comme bien pour écrire. C'est comme si j'ai perdu mon écriture. Donc oui, ça fait... c'est un peu à cause des dyskinésies, mais à cause aussi des symptômes du Parkinson. OK. Puis c'était quoi la cuisine aussi, je pense? Hein? Oui, bien moi, à cause de la lenteur, j'ai un peu de difficulté, mettons, à brasser. Oui. Je peux le faire de la main gauche, mais c'est toujours un peu plus long et laborieux parce que je suis droitière, puis ma maladie affecte mon côté droit, évidemment. Alors, soit brasser, couper, ça, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Étendre quelque chose comme du beurre d'arachide sur une rôtie, c'est plus difficile. D'accord. Christian, donc, on parle des dyskinésies. Certes, vous avez dit qu'elles ne sont pas toutes nuisibles. Parfois, ce n'est pas nécessairement problématique. C'est quoi vos constats au niveau des répercussions que ça a chez les gens? En fait, on a fait une recherche il y a quelques années avec un étudiant gradué, Étienne Goubeau, qui a fait son doctorat sur ce sujet-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité à peu près 120 patients, personnes ayant la maladie de Parkinson avec des dyskinésies, à peu près à tous les niveaux, entre léger et modéré. Et on leur a fait faire des tâches de la vie quotidienne, comme compter de l'argent, boire un verre d'eau, de tous les genres, marcher avec un verre d'eau. Il y avait une catégorie, écrire, faire des tâches très, très fines, etc., etc. Manger de la soupe. Manger de la soupe, c'en était un qui était pas mal intéressant pour nous. Et ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est que les dyskinésies, dans la plupart des tâches, étaient associées à une meilleure performance. Pourquoi? Parce que la personne était probablement à son pic de dose de lévodopa dans son système. Ça lui permettait de bouger. Donc, quand c'était des tâches qui étaient plus grossières, etc., il bougeait mieux. Par contre, quand on arrivait à des tâches où ce qu'on appelle le ratio signal-bruit, c'est-à-dire l'amplitude du mouvement à faire versus l'amplitude des dyskinésies était tout petit, mais là, à ce moment-là, comme écrire, là, ça devenait problématique. Puis dans la plupart des tâches, par contre, de la vie quotidienne, c'était quasiment quelque chose qui pouvait les aider parce qu'ils bougeaient. Mais c'est pour ça que quand on me demande est-ce que tu préfères un moins bon effet de ta médication puis pas de dyskinésie ou un bon effet de la médication puis des dyskinésies, je vais préférer bouger parce que je me sens beaucoup mieux en bougeant librement, même un peu trop que de ne pas avoir d'effet comme le plein effet de la médication. OK, d'accord. Puis, vous savez, on a fait même une étude où on a montré que les personnes utilisaient ou transféraient leur dyskinésie du membre qui faisait une tâche à d'autres membres pendant quelques secondes. Donc, souvent, si vous avez à prendre un verre d'eau, puis on mesure vos dyskinésies partout, quand vous allez prendre votre verre d'eau et vous allez le lever, les dyskinésies vont disparaître au niveau du membre qui prend le verre d'eau, mais ils vont être transférés en amplitude dans les autres membres. Incroyable. Hein? Et ça, est-ce que c'est une stratégie qui est consciente ou inconsciente? On ne sait pas, mais on pense, notre hypothèse, c'est que les personnes commencent à intégrer les mouvements involontaires de leur vie quotidienne, de leur dyskinésie, dans les mouvements de la vie quotidienne. D'ailleurs, je suis sûr que souvent, quand vous bougez, vous le camouflez en disant, tant qu'à bouger, puis à faire ce geste-là, je vais en profiter pour mettre ma main dans ma poche ou bouger, lui donner un sens un peu à ce mouvement-là. C'est une façon de pouvoir l'intégrer dans votre motricité de la vie quotidienne. Oui, c'est vrai. Maintenant qu'on en parle, je remarque ça. Tu réalises ça? Oui. C'est vraiment intéressant parce que, Christian, tu fais des recherches là-dessus depuis combien de temps? 25? Écoutez, j'ai fait ma maîtrise sur la maladie de Parkinson. J'ai fait mon doctorat sur la maladie de Parkinson. Et maintenant, je fais de la recherche depuis au-dessus de 20 ans aussi dans la maladie de Parkinson. Donc, c'est un sujet pour moi qui a toujours été très intéressant et surtout les mouvements involontaires. J'ai commencé ma carrière surtout sur le tremblement. Pour moi, c'était mon dada à ce moment-là.
Et quand j'ai eu mon travail de professeur, j'ai commencé à l'Université Brock en Ontario. Puis là, les dyskinésies m'ont réellement interpellé. Donc, j'ai travaillé sur les dyskinésies dans la maladie de Parkinson, mais j'ai aussi travaillé sur les chorées dans la maladie d'Huntington. OK, d'accord. Oui. Et en ce moment, donc, tu diriges un groupe de recherche justement pour comprendre notamment l'impact des dyskinésies dans la vie des gens. Oui. Peux-tu m'expliquer un petit peu c'est quoi ces recherches-là? C'est vraiment fascinant. Et est-ce qu'il y a déjà des conclusions là, qui s'en sortent en ce moment? Oui. On a eu une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada qui va nous permettre de suivre à peu près 150 couples, dont un a la maladie de Parkinson et aussi des dyskinésies. Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut essayer de comprendre quelle est l'influence des dyskinésies sur la mobilité quotidienne des personnes atteintes. Et comment on fait ça? Bien, on leur fait porter un senseur, c'est une montre en fait, une montre intelligente au poignet et une à la cheville pendant 10 jours. Mais la personne ayant la maladie de Parkinson n'est pas le seul à le porter, on le fait porter aussi au conjoint ou à la conjointe. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a une hypothèse que quand les personnes sont dyskinétiques, ils vont profiter du fait qu'ils ont des dyskinésies pour faire leurs activités. Et au moment où ils vont tomber sans dyskinésie ou plus off, là, la mobilité va se restreindre beaucoup plus. OK. Et comment ça affecte le poids sur le conjoint ou la conjointe, sa mobilité aussi. On est très intéressé à ça. Pourquoi? Parce que si la mobilité de la personne atteinte diminue, et que le conjoint ou la conjointe, sa mobilité aussi diminue, ça va avoir un effet physique sur cette personne-là. Elle va bouger moins, elle va être son poids, ce qu'on appelle en anglais le burden, là, le fait que je dois prendre soin de ma conjointe ou ma conjointe, ça va augmenter. Puis à ce moment-là, nous, ce qu'on veut essayer de déterminer, c'est à quel moment les dyskinésies deviennent problématiques. OK. Il y a un moment donné où elles ne le sont pas. Les personnes bougent plus, bougent mieux, font leurs activités. Mais il y a un moment donné où, là, ils vont devenir trop grands en amplitude, trop problématiques. Il y a d'autres symptômes qui vont apparaître en même temps. Et là, ça devient problématique. Et si on pouvait trouver ce seuil-là, à ce moment-là, on pourrait avoir une meilleure idée de à quel moment on doit intervenir pour diminuer les dyskinésies. D'accord. Donc là, vous compilez des données en ce moment, c'est ça? On a commencé cet été. On a déjà 10 couples qu'on a testés. Et ça, c'était notre première cohorte. Et à partir du mois d'avril, l'été prochain, là, on y va en grand et on doit, en 2 ans, 3 ans, aller recruter à peu près 120 à 150 couples, dont un qui a des dyskinésies. D'accord. Pour pouvoir essayer de trouver ce seuil-là. Puis après ça, proposer des interventions pour aider ces gens-là. OK, d'accord. Donc, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, là, si je comprends bien. Oui. OK, parfait. Il faut être patient en recherche, hein? Effectivement. France-André a changé son dosage. Ça allait pas mal mieux. Mais tu avais une question par rapport à l'horaire. Quelque chose qui était un petit peu plus difficile à gérer. Par exemple, comment on fait pour synchroniser la prise de médicaments? Est-ce que tu veux développer là-dessus? Oui, c'est ça. J'avais lu que la prise de protéines, comme l'ingestion de protéines dans un repas, pouvait retarder ou diminuer l'effet de la médication si on la prend trop proche du repas. OK. Mais moi, au début, ça n'avait pas cet effet-là, probablement parce que, c'est pas ça a donné comme ça. Puis tranquillement, pas vite, je me suis rendu compte que oui, quand je faisais attention d'être comme plus à jeun quand je prenais la médication, j'avais plus un effet complet. Et là, c'était le défi parce que je me lève pas toujours à la même heure. Puis moi, je prends la médication vraiment en me levant, fait que j'adaptais mon horaire selon mon réveil. Puis des fois, tu n'as pas le choix. Tu es au travail, ton heure de dîner, c'est là. Il faut que tu manges, sinon tu ne manges pas. Donc ça a été tout un défi. Mais finalement, j'ai trouvé des moyens de m'arranger. Ah oui? Ça. Oui. OK, parfait.
Donc, c'est une bonne stratégie de prendre des notes, je pense. Hein? Tu as fait un petit journal à un moment donné? Oui, c'est ça. En fait, c'est sur le site de Parkinson Québec que j'ai trouvé un beau tableau que tu peux télécharger et imprimer. Ou c'est le Parkitrack aussi, je pense qu'on peut l'avoir en imprimé. Puis ça te permet de... on peut le faire n'importe comment, mais moi, j'ai aimé cet outil-là parce que ça m'a permis d'avoir vraiment un horaire où tu peux encercler. Est-ce que c'est une période off? Est-ce que c'est une période qui va bien? Est-ce que c'est une période qui a des dyskinésies? Selon ta journée. OK. Fait que tu peux identifier un peu comment ça se passe. Puis ça peut aider aussi quand tu vas à ton rendez-vous avec ton neurologue, c'est plus clair, là, qu'est-ce que le portrait de ta journée, comment ça va, est-ce qu'on a besoin d'ajuster la médication? Ça te permet de mieux résumer. OK. Fait que ça, tu peux faire ça une journée ou deux, puis ça te donne un portrait de qu'est-ce que ça a l'air. Okay. Avec la prise des repas aussi, tu peux voir une différence à ce moment-là. Bien, super. Mais justement, donc, dans les stratégies, il y a 2 éléments qui ressortent de ce que vient de dire France-André. On parle d'alimentation, puis on parle aussi d'horaire, par exemple, faire un journal. Est-ce que ce sont des stratégies que tu recommandes, Christian? Ah, absolument. Et je vais commencer par dire que c'est une excellente idée de faire un journal comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur outil pour le médecin traitant pour voir exactement quel est le vrai portrait de la journée. Et il va en faire une moyenne. D'ailleurs, ce qu'on essaie de faire avec les senseurs qu'on utilise, c'est de faire une espèce de journal, mais électronique. Hein? On essaie de voir à quel moment la personne est dyskinétique, à quel moment elle a du tremblement, à quel moment elle bouge moins, à quel moment elle bouge mieux. Et c'est exactement ça qu'on essaie de faire. Et c'est la valeur que les capteurs peuvent avoir pour porter ça pendant 10 jours de temps, parce qu'après ça, on peut faire un rapport et dire, voilà le portrait d'une journée au complet. À partir du moment où on s'est levé et qu'on a mis les capteurs, jusqu'au moment où on se couche, où on les enlève, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on fait la moyenne de 10 jours, là, on a un vrai rapport de ce qui se passe. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est de voler notre job. Non, avec papier, mais c'est une bonne chose. Mais non, il faut faire ça, c'est super important. Et la présence des dyskinésies aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, quand on fait notre testing avec les personnes, on leur a fait une espèce de journal où ils font juste tirer une ligne. Entre midi et 2 heures, j'ai des dyskinésies. Ça l'a arrêté après ça. Ils sont réapparus à 16 heures. Puis comme on connaît quand ils prennent leur médication, on peut voir les fluctuations. En fait, France-André, je pense que c'est plutôt toi qui avais inspiré la recherche. Hein? Ah, ben oui. On va voir ça comme ça. Hein? Et par rapport à l'alimentation, qu'est-ce qu'on a à dire sur les protéines? Oui, en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que si vous mangez votre steak frites avant de prendre votre médication, votre steak, c'est des protéines et ils vont être coupés en acides aminés lors de la digestion. Et ces acides aminés-là vont vouloir passer à travers la barrière de l'intestin. Puis ils vont passer par les mêmes canaux que la lévodopa. Donc, il va y avoir une course, puis un bouchon. Il y a trop de circulation, puis ça va empêcher justement la lévodopa de pouvoir passer cette barrière-là et de pouvoir monter éventuellement au cerveau. Donc, effectivement, il est mieux de prendre la médication bien avant, de laisser le temps à la lévodopa de passer la barrière, puis après ça manger, ou d'attendre, mais quoi que ça peut prendre du temps après avoir mangé, là, la digestion, etc. Oui. Donc, de limiter la quantité de protéines et de mettre un bon délai entre la prise de la médication et le moment où je vais manger pour laisser le temps à la lévodopa d'être la première arrivée à la porte d'entrée. La première arrivée dans cette course. C'est ça. OK. France-André, est-ce que c'est clair pour toi? Oui, tout à fait. As-tu une autre question? Non, ça va. OK, parfait. On a parlé aussi d'autres stratégies plus quotidiennes, par exemple, en lien avec la respiration, la détente, la méditation. Qu'est-ce qu'on aurait à dire là-dessus? Est-ce que ça a vraiment été démontré que ça peut aider à diminuer les dyskinésies? En fait, une chose qu'on est certain, c'est que le niveau de dyskinésie augmente avec le stress. Oui. OK. Alors, si on travaille sur le stress, les probabilités qu'on ait des dyskinésies plus fortes vont diminuer. Donc, ça, on connaît bien ça. Donc, de prendre des stratégies de relaxation, de méditation, etc., c'est une bonne chose. D'apprendre à gérer aussi les stress de la vie quotidienne, de s'en détacher un peu et puis de
puis même de le savoir, qu'est-ce qui s'en vient, bien, à ce moment-là, on peut essayer de mieux... mais c'est le Saint Graal de tout le monde, hein? On est tous comme ça. Sauf que pour nous autres, bien, ça ne se manifeste pas par une augmentation des mouvements volontaires, ça va se manifester par un stress intérieur. Donc ça, c'est moins bon. L'activité physique, c'est aussi un moment où on peut, en faisant de l'activité physique, avoir le beau cadeau qui est nos endorphines internes qui sont libérées après l'activité physique. Et ça, c'est un beau calmant. Donc, c'est vrai, hein? Les gens ne se rendent pas compte de l'efficacité de l'activité physique sur la modulation de nos hormones. Et puis l'endorphine, c'est une substance qui est comme une drogue naturelle. Et ça, c'est notre cadeau. Hein? Oui, on devient plus en forme physiquement, on maintient des os en forme, des muscles en forme, mais on a le cadeau à la fin qui est l'endorphine. Et ça, c'est un calmant naturel qui nous permet justement de mieux contrôler notre anxiété, etc., etc. Tous des effets bénéfiques. Bien, c'est tellement positif, l'exercice, en effet. Est-ce que tu remarques ça, France-André, dans ton cas? Bien, oui, moi, avant d'être diagnostiquée, je n'étais pas quelqu'un qui bougeait beaucoup. Je bouge dans le cadre de mon travail, ça me suffisait, dans le sens où je classe des livres, je me promène, je fais 10 000 pas par jour. Tu fais des poids. Oui, c'est ça. Avec les livres. Il faut être fort pour travailler avec les livres. Oui. C'est pesant. Mais c'est ça. Puis à partir du moment où j'ai eu mon diagnostic, je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse peut-être plus. Là, j'ai commencé à faire du yoga que j'avais déjà fait par le passé. Et puis, depuis ce temps-là, je trouve que ça fait tellement de bien. Avant, à chaque fois que j'essayais de faire de l'exercice, il me semble que je ne voyais pas tant de différence que ça, mais là, je le vois, peut-être parce que je suis plus sensible aux améliorations de comment je me sens physiquement. Mais ça vaut vraiment la peine de faire quelque chose comme ça, qui fait bouger, qui nous est... C'est pas nécessaire d'être, je pense, des efforts extrêmes, mais juste d'aller s'étirer, d'aller avoir un rythme cardiaque qui augmente un petit peu. Ça fait vraiment du bien. Puis est-ce que tu dois synchroniser ça aussi avec tes prises de médicaments par rapport aux dyskinésies? Bien, ça, c'est difficile. Les dyskinésies, ça ne m'empêcherait pas de faire du yoga, mais la raideur pourrait être difficile pour les positions d'équilibre, par exemple. Mais ça, je ne peux pas rien faire parce que, tu sais, le cours est à 7 heures, puis moi, ma prise de médication est à heure très fixe. Donc là, ça, je ne peux pas vraiment jouer avec ça. Fait que des fois, ça peut être un petit peu plus difficile en fin de période, mais si vous avez déjà fait du yoga, vous savez que les professeurs sont habituellement, on fait de notre mieux, Exactement. On prend des pauses au besoin, donc c'est ce que j'applique. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. Et comme tu disais, on peut quand même rester actif pendant les périodes de dyskinésie. C'est ça, oui, hein? c'est un bon exemple, ça. Oui, en fait, c'est ça. Ça me permet de mieux bouger en yoga à ce moment-là, oui. OK. L'activité physique, il y a des gens qui en font de tous les genres. Hein? Il y en a qui vont aller jardiner. Excellent. Mm-hmm. Ils vont faire du yoga. Il y en a d'autres qui vont faire de la danse, qui est en fait très bon pour la maladie de Parkinson. Il y a des études qui ont montré que la danse, le yoga, le tai chi, c'est probablement des exercices qui sont extrêmement efficaces. Pourquoi le tai chi? Équilibre. Oui. Hein? On veut challenger notre équilibre. Là. On veut se pousser un petit peu pour être sûr qu'on puisse maintenir... C'est un problème d'équilibre. Le yoga, c'est la flexibilité, etc., renforcement musculaire. La danse, c'est le rythme, garder le rythme. Et il y a des patients même qui me disent, moi, quand j'ai la difficulté à partir, je pense à mon cours de danse et puis je commence à fredonner le nanana. Puis là, ils partent. Puis là, ils sont capables de faire leur premier pas. Puis là, ils ont sorti de leur gel. Incroyable. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont importantes. Oui. Mais vous en aurez d'autres qui vont continuer à faire des sports. Dans une course à pied, moi, je me suis déjà fait dépasser par quelqu'un qui avait des dyskinésies. Il courait plus vite que moi. Ah oui? Il y en a qui continuent à faire de la course à pied, du vélo. Le vélo aussi fonctionne très, très bien. C'est un rythme qui est différent, le vélo. Et les gens qui ont été diagnostiqués avec la maladie de Parkinson, qui faisaient du vélo avant, ont continué à faire du vélo. Ah oui? Oui, parce qu'ils sont capables de pédaler, il n'y a pas de problème. Et puis, donc, non, l'activité physique, allez-y.
faites ce que vous aimez et continuez à le faire. C'est pas un obstacle. Et on a publié, il y a quelques années, une revue de la littérature qui montre que clairement, il y a des bénéfices à l'activité physique. Ça, on en est convaincu de ça. Le message est passé. Tester et prouver. Maintenant, par rapport au sommeil, est-ce qu'il y a des études, il y a des liens directs entre la qualité du sommeil et la fréquence ou l'intensité des dyskinésies? Ça, c'est complexe. Oui. On sait qu'en partant, beaucoup de personnes qui ont été diagnostiquées avec la maladie de Parkinson ont commencé par avoir des troubles de sommeil. OK. Donc, c'était une des premières choses qu'ils ont vues. Après ça, ils ont perdu un petit peu l'odeur, l'odorat. Puis après ça, ils ont commencé à développer les premiers symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Donc, les troubles de sommeil sont toujours en fond là, de la vie quotidienne. En toile de fond, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est toujours là. Alors, au fur et à mesure que la maladie avance, effectivement, il semble y avoir davantage de troubles de sommeil. On a commencé à avoir des mouvements durant le sommeil. Il y a des gens qui ont des fois très mal à l'épaule parce qu'ils n'ont pas pu bouger durant le sommeil. Donc, les études sur le sommeil dans la maladie de Parkinson commencent. On commence à avoir des données probantes qu'il y a effectivement des troubles de sommeil. On a fait nous-mêmes une étude où on a mis des senseurs, des capteurs sur des personnes qui dormaient. On s'est aperçu que au total, la mobilité était moins grande qu'une personne qui n'avait pas la maladie de Parkinson, mais en même temps, ils se levaient plus souvent pour aller aux toilettes, etc., etc. Okay. Donc, ils allaient sortir de leur lit, ils allaient aux toilettes. Et pour nous, ça, c'est super important de savoir ça parce que c'est là qu'il peut y avoir des risques de tomber. Donc, c'est un problème. Ça a un impact sur les proches aidants aussi. Oui, exactement. Exactement, parce qu'ils dorment un œil ouvert. Donc, oui, effectivement, directement relié aux dyskinésies, je ne connais pas la littérature là-dessus, mais on s'attend à ce que, effectivement, au fur et à mesure que la maladie avance, il peut y avoir des troubles de sommeil. Et s'il y en a, il faut en parler au médecin. Ça peut avoir rapport avec la dernière dose qui a été prise, à quel moment elle a été prise, et l'efficacité de la médication à ce moment-là. OK, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur les stratégies pharmacologiques? Oui. En résumé. Oui, en résumé. Alors, ce qui serait drôle, c'est vous pourriez avoir 4 neurologues alentour de la table et ils vont avoir des stratégies qui vont être différentes. Les premières stratégies qui ont été implémentées, premièrement, on sait une chose, c'est que la lévodopa, c'est le meilleur médicament pour la maladie de Parkinson. OK. À date, là, on n'a pas trouvé autre chose. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est d'essayer de diminuer l'effet pulsatile du dosage. Je vous donne un exemple. Vous prenez votre pilule à 7 heures le matin, la quantité de lévodopa va augmenter dans votre système, il y en a une partie qui va monter au cerveau, et là, tout à coup, il y a de la lévodopa, tout va bien, je suis ce qu'on appelle on. Et à un moment donné, si on ne prend pas d'autre chose, qu'est-ce qui va se passer? La quantité va chuter, il y en a moins. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? On reprend une pilule juste avant qu'on retombe off. Le problème qu'on a, c'est que maintenant, il faut doser de façon à se garder on tout le long. Oui. Alors, il y a plusieurs stratégies. On peut prendre des petites doses plus souvent. Maintenant, on peut prendre des plus grandes doses, mais on peut utiliser des pilules qui sont en anglais, on appelle control release, c'est-à-dire qu'ils vont tranquillement se dissoudre dans votre estomac et relâcher la lévodopa de façon stable. Stable, OK. Oui. Relâchement contrôlé, là, c'est ça? Relâchement contrôlé, exactement. Et ça a été pendant plusieurs années la cible majeure pour éviter l'apparition des dyskinésies. Vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé des fameux récepteurs postsynaptiques qui s'adaptent puis qui reçoivent la dopamine. Bien là, on veut éviter qu'il y ait des trop gros rushs de dopamine, puis des chutes brutales, des rushs, des chutes, etc. Comment on fait ça? Bien, on essaie de maintenir la lévodopa. Donc ça, les relâches contrôlées, c'était le premier objectif. D'accord. Ça, c'est une des choses. Après ça, il y a eu d'autres types de médications qu'on appelle des agonistes dopaminergiques. Pensez à la lévodopa comme une clé qui rentre dans un trou de serrure. C'est la bonne clé pour le bon trou de serrure.
ben les agonistes, c'est des copies de clés. Mais les copies de clés, on sait comment ça marche. Hein? Des fois, ça rentre mal. Des fois, on a difficulté à ouvrir la porte. C'est moins efficace pour contrôler les symptômes moteurs, mais ça semble diminuer l'amplitude des dyskinésies ou retarder l'apparition des dyskinésies. OK. Ça, c'est une chose. Par contre, il y a des effets secondaires qui viennent avec, qui sont beaucoup plus cognitifs, psychiatriques, etc. Mm-hmm. Il y a d'autres choses maintenant. Il y a des pompes. Voilà, les pompes. Les pompes, les fameux duos de pas, où on va relâcher tranquillement le liquide, le lévodopa, dans le système, dans le duodénum. Et à ce moment-là, on va être capable de contrôler le dosage beaucoup plus stable. OK. Ça, c'est une autre façon de le faire. Donc, il y a plusieurs stratégies, mais ils ont tous leurs défauts et leurs qualités. C'est vraiment une question de dosage, d'essai et d'erreur, c'est ça, je comprends bien. Exactement. Et de toujours d'observer, d'être à l'écoute de ce qui se passe, des changements qui se passent, parce que ça bouge. Oui. Puis, si on prend l'exemple de la pompe, ben, la pompe, c'est quand même un appareil que vous devez porter avec vous tous les jours. Et puis, il y a un tuyau qui rentre dans votre abdomen. Et ça, ben, il y a des risques d'infection, il y a des problèmes qui viennent avec. Mm-hmm. Et c'est un appareil qui coûte cher. Est-ce que c'est supporté par l'assurance maladie ou pas, etc., etc. Donc, il y a plein de questions. C'est toujours avec le médecin traitant qui va vous offrir les solutions adaptées pour vous. Et c'est comme choisir une voiture. Hein? Et ça en prend une adaptée pour vous. Sinon, vous ne serez pas content. Exactement. Ouais. Puis il y a aussi cette chirurgie dont on entend parler, puis on en a parlé dans différents épisodes, donc la stimulation cérébrale profonde. C'est ça le bon terme. OK. Oui. Tu connais un petit peu les informations sur cette chirurgie-là? Oui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec mon médecin, puis je me suis informée aussi de mon côté. Oui. Je sais que c'est dans les cartes. Ah, OK, d'accord. C'est dans les cartes éventuellement parce que ma fréquence de prise de lévodopa diminue. Non, elle augmente. Mm-hmm. Je suis aux 3 heures en ce moment, fait qu'à un moment donné, tu peux pas descendre jusqu'aux 2 heures ou aux 1h30. Fait qu'on sait qu'éventuellement, ça s'en vient. Fait qu'on se prépare mentalement. OK, d'accord. Ouais. Donc, une chirurgie avec des électrodes. Mm-hmm. On en parle dans différents épisodes, mais si on reparle spécifiquement des dyskinésies, donc on sait que ça diminue vraiment les symptômes. Là. Les gens parlent de ça presque d'une façon miraculeuse. J'exagère un peu, mais au niveau des dyskinésies, est-ce que ça a aussi des répercussions positives? Oui, c'est efficace. Okay. C'est efficace pour... Ce que la stimulation profonde essaie de faire, c'est imaginer que la dopamine qui est relâchée par les cellules dopaminergiques, elles vont avoir une incidence sur un paquet de neurones un peu partout dans le système nerveux. Et une des conséquences, quand tu commences à enlever la dopamine, c'est qu'il y a un groupe de neurones qui va se mettre à être hyperactif. Et en allant, dans la maladie de Parkinson, en allant neutraliser ces neurones-là qui sont hyperactifs, on rééquilibre un peu les circuits électriques. Et si on rééquilibre les circuits électriques, bien, on n'a plus besoin de donner autant de lévodopa. Donc, à ce moment-là, en diminuant la dose de lévodopa, on va diminuer les dyskinésies. Donc, c'est un effet qui est indirect. OK. D'accord? Un effet indirect. Un effet indirect. Il y a d'autres cibles dans le cerveau où là, on va avoir un effet direct sur la dyskinésie elle-même, mais moins sur la maladie de Parkinson. Donc, la plupart des chirurgies vont se faire dans ce qu'on appelle les noyaux sous-thalamiques. Puis c'est ces neurones-là qui sont hyperactifs et en rééquilibrant la circuiterie, ben à ce moment-là, on va pouvoir diminuer les doses de lévodopa, ce qui va générer moins de dyskinésie. OK, d'accord. Oui. Maintenant, France-André, on fait des petites trouvailles sur Internet parfois. Est-ce que tu as t'aurais une question à me poser par rapport à ça? Ben oui, c'est ça. Je me demandais si il y a de l'avenir ou quelque chose de vrai dans les petites choses que j'ai vues sur les Internet. Des petits gadgets qui permettraient plus précisément de réduire les symptômes de tremblement, entre autres. Quelque chose qui se porte dans le cou ou au poignet. Il y avait deux trucs que j'ai vus particulièrement qui avaient l'air prometteurs. En tout cas, les vidéos que je voyais étaient impressionnants. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui est connu ici au Canada? Parce que c'est plus des trucs que j'ai vus d'Angleterre et en Europe en général. Oui. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui,
C'est assez fascinant. Hein? Il y a beaucoup de recherches qui se font présentement pour essayer de trouver des moyens de contourner la symptomatologie. Il y a des gens qui ont travaillé sur des cuillères spécialisées pour contrer le tremblement. C'est super intéressant. Alors, la personne peut manger sa soupe. On parlait de manger la soupe tout à l'heure. Et là, il y a le mouvement involontaire. Bien, il y a un petit accéléromètre dans la cuillère, dans le manche de la cuillère, qui fait que la cuillère va bouger dans le sens contraire du tremblement. Donc, ça, c'est des choses qui existent. Il y a d'autres instruments. Ce qui est important de savoir, c'est que avant de pouvoir recommander ce type d'appareil-là, il faut qu'il y ait un processus systématique d'étude. Est-ce que ça a réellement un effet ou pas? OK, d'accord. Donc, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est qu'on va tester le produit. Il y a une première phase. Hein? Après ça, on va le distribuer chez des patients. On va leur faire des tests dans un environnement contrôlé. On va regarder, par exemple, avec la cuillère, est-ce qu'il y a moins de soupe qui tombe que s'il n'y avait pas la cuillère ou si la cuillère n'était pas à on. Mm-hmm. Et là, à ce moment-là, on peut calculer et là, on publie nos résultats et puis là, on peut prouver que ça fonctionne bien. OK. Donc, avant de sauter sur ce type d'appareil, il faut regarder est-ce que la littérature scientifique a suivi le développement de ces appareils-là. Des fois, elle le suit. Les stimulations profondes, hein, les appareils de stimulation profonde ont passé à travers ce système-là. Oui, c'est ça. Hein, c'est exactement ça. Mm-hmm. Ça a été approuvé par les organismes gouvernementaux. Et maintenant, c'est rendu... quand j'ai fait mon doctorat, moi, j'étais dans le bloc opératoire parce que mon sujet, c'était le tremblement. Puis, on faisait des stimulations profondes pour le tremblement et pour la maladie de Parkinson. Donc, j'ai passé beaucoup de temps là. Mm-hmm. Puis, c'était déjà connu, puis approuvé et accepté. D'accord. Donc, ça existe. Il faut juste voir est-ce que la science a suivi la découverte de ce type d'appareil-là. Mais je pense qu'il y a de l'avenir et puis il y a des choses qui fonctionnent bien. Il faut garder un œil là-dessus. C'est très intéressant. Merci. Maintenant, on peut terminer cette discussion sans parler de différentes ressources. Bien sûr, il y a des ressources en ligne, donc sur le site de Parkinson Québec. Il y a des cours, des webinaires. Il y a aussi les partenaires en région, donc, qui développent du contenu, des ressources en continu. Donc, si vous avez une autre ressource à proposer, c'est une autre ressource, Christian, par rapport aux dyskinésies que les gens pourraient consulter. Écoute, moi je pense que la chose la plus importante pour moi, ça serait de mentionner qu'il faut faire de l'activité physique, il faut continuer à en faire, il faut que ça fasse partie de votre... Et il y a des organismes qui travaillent très, très bien hein, et qui sont spécialisés avec des personnes qui ont la maladie de Parkinson. Je parle à Neuromotrix, par exemple, qui sont bien implantés, qui ont une expertise, qui vont vous faire ce que vous voulez faire. Que ça soit de la boxe ou que ça soit du yoga, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils font de la bonne prescription d'activité physique par des kinésiologues qui sont spécialisés dans la maladie de Parkinson. Donc, je pense que c'est la première ressource. Le reste, c'est votre médecin traitant. C'est lui qui est au courant de la science et qui vous connaît, un peu moins bien que vous-même, mais qui vous connaît quand même. Oui. Que de bons conseils et d'apprentissage. Un grand merci, France-André Lafrenière. Merci d'avoir participé à cette discussion et d'avoir partagé ton expérience. Et Christian Duval, chercheur en neurosciences, merci pour tes précieux conseils et toutes ces explications sur la dyskinésie. Et bonne chance pour la suite dans tes recherches. C'est ainsi que se termine l'épisode sur la dyskinésie du balado Enquête de dopamine. Ce balado est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Québec Amis des aînés. Pour plus d'informations sur la maladie de Parkinson, vous pouvez contacter la ligne d'information et de soutien au 1-800-720-1307 ou visiter le site web au www.parkinsonquebec.ca. Mon nom est Isabelle Marjorie Tremblay. Merci beaucoup d'avoir été là dans ce balado Enquête de dopamine de Parkinson Québec. Je vous invite à vous abonner aux différentes plateformes de diffusion pour découvrir tous les épisodes donc, de ce balado.